14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous avons souvent tendance à confondre la confiance en soi et l'estime de soi. Alors certes, il y a des points communs entre les deux, mais je vous propose qu'on essaye de comprendre un peu de quoi on parle, parce que les confondre, c'est souvent de s'empêcher d'améliorer l'une ou l'autre. Alors notre estime de soi, évidemment, elle se construit dès l'enfance, mais elle va pouvoir s'améliorer tout au long de notre existence, notamment grâce à nos réussites dans tous les domaines. Et là, évidemment, ça fait penser à la confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle repose sur notre conviction à réussir ce que l'on entreprend ou ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc on voit bien comment l'une et l'autre sont terriblement liées. Et c'est avec Samuel Dock, qui sait à quel point une enfance difficile fragilise les deux, que nous allons vous guider pour vous aider à renforcer l'une et l'autre. Alors pour moi, comme ça, j'ai essayé de réfléchir et de préparer un peu l'émission. Il y a 3 clés essentielles. Alors la première, ça consiste déjà à évaluer l'une et l'autre. Alors par exemple, vous pouvez mettre une note sur 20 sur votre estime de soi et votre confiance en soi. Et puis vous verrez si vous n'avez pas la moyenne, il est temps de se pencher sur la question. Et puis ensuite, la deuxième clé, c'est de s'accepter. Même si on a une mauvaise estime de soi, mieux vaut l'accepter, parce que seulement ensuite on pourra l'améliorer. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va surcompenser, on va en faire trop pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, etc., etc. Et donc forcément, on ne va pas améliorer son estime de soi, parce qu'on ne trompe personne. Et puis la troisième clé, pour moi, et c'est peut-être la clé la plus compliquée quand on n'est pas de cette nature-là, mais c'est à travailler son positif. Et ça, c'est un vaste programme, et 2 heures n'y suffiront certainement pas. Mais raison de plus pour commencer tout de suite à nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Samuel Dock. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychanalyste, vous avez aussi écrit beaucoup sur l'enfance difficile, et également sur les thérapies, notamment les chemins de la thérapie qui est sorti aux éditions Flammarion. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous ? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit ? Je suis absolument d'accord, et ça m'embête, parce que je vais avoir peur de radoter et de répéter des choses essentielles que vous venez de mentionner. Mais vous allez dire avec vos mots, et ce sera forcément déjà différent. C'est très gentil, et c'est vrai que comme vous, j'ai préparé l'émission, j'ai pris quelques notes. Je dirais que pour l'estime de soi, il y a vraiment cette capacité à accorder une valeur à sa vie, à se reconnaître dans sa propre image de façon cohérente, tout en acceptant ses limites. Par ailleurs, on n'est pas tout puissant, et j'ai beaucoup apprécié que vous disiez qu'il ne s'agit pas d'être dans une surcompensation de façade. S'estimer soi, c'est pouvoir se faire respecter, et c'est pouvoir porter son désir en lui accordant une légitimité et une pertinence. C'est finalement une forme de croyance. Oser être soi. Oser être soi, tout à fait. La confiance en soi est un peu différente, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup que vous nous invitiez aujourd'hui à réfléchir à cette différence, parce que c'est se sentir assez contenu, assez soutenu, sécurisé pour avancer dans l'existence, pour pouvoir supporter tous les deuils que celle-ci nous obligera à surmonter, et pour porter sa voix, son action face aux autres. La confiance en soi, elle a presque une dimension corporelle, et c'est vrai que souvent dans vos émissions, vous rappelez que par exemple en matière de sexualité, il faut suffisamment avoir confiance en soi pour oser l'étrangeté de l'autre. Et bien là, ça nous invite à penser sa propre étrangeté. Qu'est-ce que c'est avoir un corps, une identité propre ? Qui sommes-nous ? Voilà ce que nous invite à questionner la confiance en soi. Est-ce que nous pouvons nous porter vers la vie, vers le futur. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et je trouve que les 3 pistes que vous nous avez données en ouverture pour évaluer un peu la confiance qu'on a en nous-mêmes, valoriser ses points faibles et s'accepter tel que l'on est, je pense que c'est absolument fondamental, et là-dessus, je n'ai rien à ajouter. Alors, est-ce que on a évidemment, quand on vient au monde, on est vierge de tout ça. Évidemment, les premières années. Hier, je faisais un love conseil sur les complexes, et je disais que souvent, c'est autour de 7 ans que les premiers complexes arrivent, et c'est là aussi où il peut y avoir une estime de soi abîmée et une confiance en soi abîmée. Alors, l'estime de soi, c'est évidemment le regard de l'autre. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. C'est le regard de l'autre. Et la confiance en soi, c'est t'en es capable ou t'en es pas capable. C'est le discours parental qui va. C'est très juste. C'est ce que nous, dans notre jargon psychanalytique, on appellerait le narcissisme. Et ça se fonde, et vous l'avez dit avec beaucoup d'intelligence, dans les premières années de la vie. Parce que la manière dont, par exemple, la mère et le père vont manipuler le corps de l'enfant, on sait que ça va l'aider à faire de son corps un lieu de plaisir, un lieu de reconnaissance de soi. Ces interactions précoces
précoces sont les premières racines de cette confiance en soi, de cette estime de soi. Et la différence, c'est peut-être que la confiance, ça passe par le corps, la manière d'être touché et manipulé. Et comme vous l'avez très justement dit, l'estime de soi par un regard valorisant qui nous sécurise et qui nous laisse croire aux autres. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'estime de soi s'il n'y a pas d'estime des autres, je pense. D'accord, donc il y a un dialogue, constant. Se regarder soi-même dans la glace et se dire je suis quelqu'un de bien, ça marche pas, ça va pas renforcer. Ça suffit pas. Ça renforce pas l'estime de soi. Et il faut comprendre que quand on se regarde aussi à la manière dont on a été regardé. Une personne, et ça on le sait, vous l'avez dit dans de très nombreuses émissions, une personne qui a été rabaissée et humiliée toute sa vie va introjecter ce regard-là et avoir une vision très néfaste d'elle-même. Bien sûr, bien sûr. Et alors nos complexes, évidemment, parlent de notre estime de soi, hein, mais parfois, ils sont intéressants, ils sont peut-être même nécessaires parce que ils vont cristalliser, si je puis dire, un problème d'estime de soi. Et c'est pas plus mal. Hein, et une histoire, écoutez, moi je déteste mon nez, c'est le nez de mon père, tout est dit. Un trait d'humour. Oui, bien sûr, bien sûr. Un trait d'humour. Oui, non, mais évidemment, nos complexes, ça parle de notre estime de soi et non pas de notre confiance en soi. Exactement. En revanche, là où on peut, alors déjà ça peut aider les gens qui nous écoutent pour comprendre quelle estime ils ont d'eux-mêmes. Hein. En revanche, la confiance en soi, c'est notre capacité, par exemple, à démarcher quelque chose en pensant qu'on va y arriver, que c'est peut-être pour nous. Quelqu'un qui croit que de toute façon, c'est pas la peine qu'il aille faire des études parce qu'il arrivera à rien, c'est quelqu'un qui a une mauvaise confiance en soi. Mais en même temps, souvent, on aurait tendance à dire il a une mauvaise estime de soi. Mais je crois qu'il faut vraiment essayer on va essayer en tout cas pendant ces heures de faire la différence. Exactement. Identifier ses ressources. Si je suis votre propos, c'est vraiment être capable de se dire je suis capable, je dispose de certaines ressources intellectuelles, émotionnelles, physiques, peu importe, et je suis capable de les porter pour atteindre un objectif. C'est exactement ça. On a tous en nous des dons, des capacités, mais plus on se trompe sur nos capacités, évidemment, plus on va être dans l'échec. Et à ce moment-là, on va perdre confiance en soi, etc. Mais si on va là où on est fait pour aller, ça va renforcer notre confiance en soi. Et l'un renforce l'autre ou détériore l'autre. Hein. Ça, c'est important aussi. Un échec sentimental, par exemple, peut détruire l'estime de soi. Exactement. Et quelqu'un qui, tout d'un coup, est aimé par quelqu'un qui l'admire va renforcer son estime de soi, puisque c'est le regard, évidemment, de l'autre. Et c'est aussi politique, puisqu'on est quand même dans une société qui nous encourage à nous comparer sans cesse, par exemple, sur les réseaux sociaux ou que sais-je encore, et à être toujours le plus performant, brillant, jouissant. Bon courage pour tenir cette courbe-là et pour garder confiance en soi, alors qu'on est sans arrêt confronté à une comparaison, à une exigence de se dépasser, de se surpasser. Dans le fond, nous ne sommes qu'humains et nous avons aussi nos limites. Mais peut-être que c'est une première... comme ça, idée qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Au fond, est-ce qu'il faut se comparer aux autres pour juger sa confiance en soi ou son estime de soi ? C'est une très bonne question, mais j'ai plutôt le sentiment, de par mon expérience en consultation, de voir que ça a tendance à dénarcissiser, de se comparer. Parce qu'on repère plus facilement ce qu'on n'a pas que ce qu'on a. Donc autant déjà éviter ça, quoi. Oui. Après tout, on est tous des êtres particuliers, originaux, et il faut se plaire dans notre originalité. Exactement, et puis peut-être aussi se demander comment on a constitué l'estime de nous-mêmes. Qui nous a regardé, comment on nous a parlé. Vous parlez de la rupture amoureuse, quelles sont les expériences qui ont émaillé notre vie jusqu'à maintenant. Tout ça, ça fait un être. Et puis peut-être aussi parfois renoncer aussi à une certaine forme de superficialité, d'enveloppe, et se tourner vers la spiritualité, la culture, se nourrir de ce qu'on n'a pas. Trouver des appuis en construisant ces appuis qui font défaut. Bon, on va vous écouter, vous allez nous raconter votre estime de vous-même, votre confiance en vous, etc. Ou pas, hein, d'ailleurs, puisque bien sûr, c'est important comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est important déjà de s'évaluer. Hein. Alors, on vous demandera la note sur 20, hein, je vous préviens. C'est Nathalie, justement, dans un instant, qui va nous la donner. Si vous saviez, c'est toujours hors antenne que se disent les choses les plus intéressantes. Nous sommes avec Bénédicte, ma collaboratrice, Julia Pallon, qui est déjà là, notre chroniqueuse, Samuel Doc, et voilà qu'il nous
qui nous raconte que pour donner une note à l'estime de soi d'un patient, il lui fait dessiner un arbre. Alors racontez à ceux qui nous écoutent quand même. Enfin. C'est l'université de Franche-Comté où j'ai obtenu mon Master 2 pour devenir psychologue, qui a élaboré un test qui s'appelle le test de l'arbre malade. Et moi, c'est vrai que j'en ai gardé cette idée qu'en faisant dessiner un arbre à une personne, on voit si le tronc est fin ou épais, s'il y a des grosses racines solides, si cela produit du feuillage. Et ça vient nous signifier la manière de nous percevoir. Un petit peu comme quand on demande à un enfant de dessiner un bonhomme pour voir s'il a bien acquis un certain schéma corporel. C'est la version adulte quelque part. Voilà, on se projette sur un arbre. Voilà le genre d'arbre que je dessine. Oui, vous êtes allé un peu vite. Mais votre arbre, je note qu'il a du feuillage, on peut s'y abriter, il est touffu, il est protégé, il sait se protéger cet arbre, Brigitte. Dommage qu'on puisse pas le montrer à la radio, mais il sait se protéger. Je ne vais pas tout montrer quand même. On ne peut pas tout montrer. Par contre, il n'a pas de racines. Je le relève. Il y a la question des racines. Donc ça veut peut-être aussi dire parfois cette question de l'ancrage. Mais je sais que votre ancrage est très spirituel. En tout cas, voilà, c'est vrai que dessiner des arbres, nous, ça nous donne de bons indices pour savoir comment on se perçoit soi-même. Il vous reste quelques minutes pour dessiner votre arbre. Alors, Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour, Brigitte Lahaye, et bonjour Monsieur Doc. Bonjour. Oui, voilà, bonjour. Tout va bien, Nathalie. Oui. Tout va bien. On est vous savez, on est entre nous, on s'amuse, on essaye de se faire du bien et tout va bien. Alors, oui. Est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même, une bonne confiance en vous? Qu'est-ce que vous diriez? Alors moi je dirais que tout est un petit peu toujours en permanence à travailler, donc c'est vrai que je me suis interrogée quand même dessus pas mal sur la confiance en moi, où à chaque fois j'étais en difficulté dès qu'il fallait faire quelque chose, et je me suis dit c'est peut-être l'estime de moi qui est pas assez bonne, donc je pense qu'effectivement il y a un peu des deux quoi. J'ai l'impression, c'est ce que j'en ai un peu déduit, c'est que l'un va pas sans l'autre quoi. Alors c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Je crois que c'est important parce que parfois on peut, me semble-t-il, avoir, alors certes une estime de soi moyenne, mais on peut être suffisamment culotté pour oser, et à ce moment-là on réussit des choses et on améliore bien sa confiance en soi. Et on peut avoir une bonne estime de soi, mais être un peu inhibé, un peu trop timide ou avoir peur et finalement ne pas avoir confiance en soi, ne pas oser faire les choses. Je sais pas, qu'est-ce que vous diriez, Samuel? Moi, j'ai envie de demander à notre auditrice s'il y a eu des événements douloureux qui ont pu la secouer. Oui, beaucoup. Alors moi, je fais partie des gens qui ont du culot quand même, donc je sais. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que ça me sert pas de leçon pour après, en fait. Comme si c'était, et c'est ce que je me suis dit, comme si on traînait ça un peu toute sa vie, quoi. C'est-à-dire, vous avez du culot, donc vous faites les choses et vous les réussissez? Oui. Donc, ça n'améliore pas votre confiance en vous? Non, j'ai l'impression tout le temps de repartir à zéro quand même, et je me dis c'est quand même fou, comme si les choses du passé, on les traînait tout le temps, alors que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai le sentiment de pas... Est-ce que quand vous réussissez quelque chose, parce que vous avez eu le culot d'oser, est-ce que vous considérez que c'est mérité ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Je me dis j'ai voulu faire ça. C'est ça qu'il va falloir. J'ai voulu faire ça, je l'ai fait. Voilà. Et vous n'êtes pas satisfaite longtemps? Peut-être, ouais. Vous n'arrivez pas à vous satisfaire de l'objectif que vous avez atteint. Tout de suite, il y a autre chose, c'est ça? Et vous n'êtes pas fier d'avoir réussi ça? Ouais. Donc voyez bien que vous traînez une sorte de fatalité, que de toute façon vous ne valez pas ça, et ça vous rattrape à chaque fois, donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et peut-être aussi mieux définir vos désirs, ce que vous voulez pour vous, pour votre existence, pour vos proches. Vous trouvez un horizon, un cap vers lequel vous orientez. Ouais. Parce que là, ça semble manquer un peu dans votre propos. Je pense que il n'y a pas de racine. Oui, forcément, parce que exactement, il n'y a pas de racine. Et moi, je vois, il y a eu des générations, donc moi y compris, où on a été un peu dans notre éducation, un petit peu, on a suivi quoi. Nos parents, ils nous disaient de faire ci ou ça, sans même nous expliquer pourquoi. Donc on avançait le temps, enfin voilà, comme ça, de cette manière-là, sans se sonder, en se disant, est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que j'aime pas. En fait, il n'y avait plus de place à la question.
Donc après, on grandit comme ça, et en fait, on s'aperçoit, qu'en fait, on est plus dans la vie des autres. En fait, on est plus à aider dans la vie des autres que s'apporter à soi-même, quoi. Peut-être qu'il faut aller chercher un peu vos vrais désirs, le sens que vous avez envie de donner à ce cheminement que vous faites. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, vous oserez et vous aurez du culot pour des choses qui sont plus personnelles. Vous pouvez par exemple tenir une sorte de journal de bord sur quelques temps où chaque jour vous marquez les sources de satisfaction et d'insatisfaction de la journée qui vient de s'écouler pour vous aider un peu à gagner en distance par rapport à ces désirs dont parle très justement Brigitte. Ça pourrait être pas mal, un journal, journal de vie pour pas se perdre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Par exemple, la dernière chose que vous avez eu le culot de faire, ce serait quoi, Nathalie? Dites-nous tout. Alors, candidater à un poste sans forcément... j'en avais vraiment marre de mon métier. Oui. J'en pouvais plus. Je me suis dit, allez, on va y aller. Je me dis, s'ils me prennent, c'est que il y avait des grandes lignes qui correspondaient bien. Je m'étais dit, je vais pas me prendre la tête à savoir si j'ai le niveau, j'ai pas le niveau, je vais y aller et puis on verra bien. Et puis voilà. Bon, donc ça c'est quand même en effet assez culotté, bravo. Et vous avez été prise. Merci, ouais. Donc ça montre que vous avez de la valeur. Oui, je l'avais pas vu comme ça. Oui, effectivement. Vous voyez bien. Donc voyez bien que vous avez votre petit saboteur intérieur là, exactement, qui de toute façon, quoi que vous réussissiez, au fond, ça servira à rien. Donc là, il va falloir aller lui tordre le cou à celui-là. Exactement. C'est sûr. Mon interrogation, c'est quand on a été dans une enfance un petit peu, pas mal chaotique dans mon cas, en tous les cas. Est-ce qu'on arrive vraiment à se dépêtrer de tout ça, alors sur les peurs, sur la confiance, Nathalie. Si vous croyez, non mais voyez, bien sûr que notre passé a une influence sur notre présent, mais à un moment donné, si on accepte de continuer à avancer, c'est du passé et il a à ce moment-là plus d'influence sur notre avenir. Mais ça demande un travail, ça demande un travail au long cours, ça demande d'être accompagné aussi. Il faut être prête à cela, à se pencher sur ces blessures du passé pour pouvoir les cicatriser, les cautériser. Mais c'est vrai, moi je trouve que Nathalie a raison. On entend beaucoup vous avez été violée, vous ne pourrez jamais plus avoir une sexualité épanouie, vous avez été maltraitée, vous ne pourrez... Non, c'est pas vrai. Exact. Mais il faut sortir on peut avoir été une victime, on n'est pas victime à vie d'un passé difficile. Exactement, absolument d'accord. Aussi, ce que je trouve aussi regrettable, c'est par exemple, quand un enfant a été maltraité, qui devient adulte avec ses propres enfants, et dès qu'on attend qu'il reproduise pour dire, vous voyez, voilà, c'est vrai que c'est normal, il a vécu ça. Alors qu'au lieu de dire, voilà, si jamais tu te sens en difficulté, voilà, tends la main, quoi. Oui, mais Nathalie, on sait que en psychologie, on peut être aller vers la même chose ou le contraire. Et on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, certains vont répéter et d'autres vont aller vers le contraire. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vraiment pu expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est vrai que pratiquement tous les pédophiles ont été des enfants abusés, mais tous les enfants abusés, loin de là, deviennent des pédophiles. Il y en a beaucoup moins qui deviennent pédophiles et heureusement. Oui, bien sûr. Mais ça implique de penser, ça implique de réfléchir à ses conduites, à ses comportements et d'être vigilant. C'est vrai. Sinon, ça mène au drame. En tout cas, Nathalie, vous avez quand même quelque chose de formidable. Vous osez et vous avez du culot. Donc maintenant, il faut vraiment aller travailler cette petite voix intérieure qui vous casse et qui n'a pas de raison de vous casser. Voilà, il faut avoir un culot intelligent. Oui. Exactement. Merci en tous les cas. Non, merci à vous. Merci Nathalie. Bon, allez, on fait une petite pause et on retrouve Julia Palombe et son dessin d'arbre. À tout de suite.
Eh bien, Julia Palombe est là pour sa chronique, bien sûr, sa Sexy News, mais d'abord, elle nous a dessiné son arbre. Alors, qu'est-ce que vous diriez, Samuel Doc? Alors, bien sûr, je tiens à rassurer nos auditeurs, c'est aussi pour rire, on ne fait pas d'interprétation sauvage, mais tout de même, je note qu'il y a des fruits et que voilà, cet arbre est productif, qu'il y a des fleurs tout autour, donc il sait s'entourer, mais le tronc me semble bien mince, bien fragile, et il y a beaucoup de blanc. Et par exemple, dans le fameux test des taches d'encre du Rorschach, le blanc, c'est le manque. Donc Julia, est-ce que vous arrivez à composer avec le manque, avec la frustration, l'absence? Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Eh bien écoutez, en tout cas ça va parfaitement avec ma chronique, puisque la frustration est au cœur de ma chronique. Oh. Qui s'appelle Cris et chuchotements. Oui, parce que dimanche soir dernier, pendant que certains allumaient par habitude l'écran de leur ordinateur à la recherche d'une série croustillante à se mettre sous la dent, et que d'autres, sous la couette déjà, avalaient frénétiquement leur Xanax, à défaut d'autre chose peut-être, l'histoire nous le dira, j'enfilais moi mes talons aiguilles et ma parure de dessous, dernier cri, imperméable vissé sur les épaules, et je rejoignais mes copines pour la fameuse nuit féline dans le club BDSM bien caché du 17e arrondissement de Paris. Rien que le nom donne des frissons. J'ai nommé la tanière du démon. Cris et chuchotements. Ah, mesdames et messieurs, quelle soirée, quelle vie. Ah, si c'était le dernier dimanche soir sur la terre, je ne veux pas mourir sans avoir dans le gosier un peu de champagne qui coule, devant mes yeux écarquillés de jeunes gazelles à moitié nues qui ondulent, et dans le fond là-bas la possibilité d'une île, un bonheur qui fouette l'océan et les mauvaises pensées en un claquement de cuir slash. Ah, c'est la fille qui reçoit les sévices. Il faut les voir, les dominatrices d'aujourd'hui, brunes ou blondes, fouet ou martinet, elles maîtrisent le geste, et les poupées déshabillées cambrées contre le mur en redemandent. Ah, quel spectacle, mes amis. À ce stade de l'histoire, je me dois de vous révéler, messieurs, que cette soirée était strictement réservée aux femmes. Oui, je sais. Que des femmes. Oui. It's a women's world, baby. C'est bien triste. Mais voyez comme je suis bonne, messieurs, je vous raconte tout. Il faut d'abord que je vous présente la directrice artistique des lieux, la divine Carlotta Sauvage. Elle nous vient tout droit du Québec. Bouche sublime, longues jambes et seins offerts. Une sorte de Marilyn des temps modernes. Carlotta serre toutes les tailles, embrasse chaque bouche, relie les unes aux autres dans une volupté à toute épreuve. Si cette nuit féline existe, c'est grâce à Carlotta, en n'en point douter. Ce soir-là, elle a fait venir sa copine. Sublime. Modèle de son état, la plantureuse Muffin, blondeur platine, pieds cambrés, photogénique, à tomber par terre. Muffin a des talents de créatrice de bijoux, des bijoux de corps scintillants, et en son honneur, défileront ce soir-là plusieurs beautés triées sur le volet, arborant fièrement les parures étincelantes dorées sur leur corps de bronze ou de porcelaine, entièrement nues. Alors je l'avoue sans ombrage, j'ai rarement été témoin d'autant de beauté féminine réunie. Si la sororité existe, mes amis, c'est dans la mise à nu qu'il faut aller la chercher, je crois. Ah, le temps de se remettre de nos émotions. Nous sommes allés siroter notre coupe de champagne dans une petite cage creusée dans la pierre, mes copines et moi. Alors de quoi peuvent parler 4 nanas ensemble à ce moment précis de la soirée? Eh bien vous allez peut-être être surpris. Nous parlions de la rigidité des spaghettis. Si, c'est vrai. Je suis déçue. Les spaghettis, quand elles sont bien droites, al dente, elles sont agréables à avaler, mais quand elles sont toutes molles, ça ballonne, et c'est à te dégoûter de la spaghetti, c'est vrai. Alors nous avons été interrompus par des cris venant du fond du couloir, là où se trouve la croix de Saint-André. Courant sur nos talons perchés, nous avons rejoint l'attroupement, et voilà qu'une dominatrice faisait la démonstration de ses talents, passant d'un manche à un autre afin de mieux caresser les fesses de la soumise attachée. Ces soupirs résonnent encore dans mes oreilles. Tantôt chatte ou bien panthère des neiges, les femmes cachent en elles de précieux trésors de grâce. Révélé à la lumière de la bougie cette nuit-là, le caractère félin de la femme m'est apparu extrêmement puissant et jouissif. Ce n'est pas étonnant que les
que les femmes se pressent à la porte de cet établissement pour cette soirée spéciale féline, car à travers cette exploration exclusivement féminine, elles se reconnaissent, se reconnectent à leur nature animale et repartent chargées de puissance et de beauté. C'est là que le rituel prend toute sa dimension, lorsqu'il est révélateur de cette puissance intérieure, lorsqu'il s'auto-alimente et recharge l'humain que nous sommes. Alors vive les femmes félines, et messieurs, la prochaine fois que vous chevaucherez la panthère, rappelez-vous de ce qu'elles font ensemble quand elles sont toutes seules et tâchez d'être à la hauteur. Le week-end sera bestial ou ne sera pas. À la semaine prochaine, mes lions, mes tigres, mes panthères. Mais lionnes, mais tigresses, me semble-t-il. Mais aussi, oui. C'est vrai que je parle aux femmes et soudain je termine avec les hommes. Je suis incorrigible. C'est ce qu'on remarque, hein, Samuel Doc. Oui, tout à fait. Il faut que je revoie mes dimanches soirs. Hein, c'est très très plan-plan à côté des explosions sensuelles de Julia. Alors l'histoire ne nous dit pas si vous avez pu vous en remettre à une dominatrice et si vous avez osé franchir le mur du son, des cris et des dominatrice, Julia. L'histoire ne nous le dit pas, je le relève. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu du mal à voir dans l'Assemblée qui était soumise et qui était dominatrice. J'ai trouvé ça formidable parce que c'était pas du tout caricatural. Non, mais on s'attend à des femmes un peu comme ça, viriles, qui montrent le fouet bien en évidence, etc. Et pas du tout. Les nanas étaient toutes magnifiques. Et puis ça a valsé. On pouvait vraiment pas se faire une idée à l'avance. Donc je me suis dit que ça c'était pas mal. Ça tournait bien. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs moi que j'imagine nos facultés, enfin les miennes, mais celles de tous aussi, avec cette possibilité de changer, d'être à la fois l'un et l'autre, suivant les lunes, suivant les jours, les nuits. Switch, comme on dit. Switch, yeah. Oui, mais Switch gender. Ça, je pense que c'est vous qui avez une capacité d'adaptation au-dessus de la moyenne. Je pense que les gens sont plutôt d'un côté ou de l'autre. Hein. D'ailleurs, on l'entend souvent quand on écoute les couples parler de leur sexualité. Il y en a toujours un qui est plutôt dominant et l'autre qui laisse l'autre. Enfin, justement, il y a un metteur en scène et un acteur, pour pas utiliser ces termes dominants, soumis, qui sont très connotés SM. Oui, mais moi, c'est vrai que j'étais très intéressée par les dominatrices parce que c'est toute une technique. C'est-à-dire, il faut pas s'amuser, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent là, il faut pas s'amuser à prendre un fouet et à fouetter soudainement votre partenaire comme ça. Parce qu'il y a plein de petites techniques. Et ça, je trouve ça assez magnifique à regarder, notamment cette façon C'est des pratiques très codifiées. Oui. Et cette façon de caresser et de fouetter de manière, en intercalant les caresses et le fouet et le coup de fouet. Ça demande une vraie technicité. Hein, et si on regarde juste le shibari, le fait de s'attacher, le bondage, enfin, il faut. Moi, vous pouvez être sûr que si je venais à faire ça, je finirais tout ligoté comme un rôti parce que j'ai deux mains gauches. Mais là, justement, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, il faut une grande confiance. Moi, par exemple, j'aurais énormément, j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas de problème et que je peux me laisser ligoter comme ça. J'ai toujours un petit doute. Je suis là, oui, non, mais allez-y. Je vais plutôt apprendre à faire les nœuds. Non, mais c'est vrai, il faut beaucoup de conscience. Parce qu'une fois que t'es ligoté, t'es coincé. Il faut de toute façon ne jamais se faire ligoter par quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que là, après, tout est possible. Non, c'est le shibari. Non, voilà, donc là, on rigole un peu, mais c'est vrai que c'est quand même très codifié. Et c'est normal, et il faut. Il faut pas comme ça se jeter dans se jeter dans la gueule de la louve. Mais en tout cas, c'était ce soir-là que des louves, que des tigresses. Mais c'est une fois par mois que c'est une soirée réservée aux femmes. Évidemment que le club Cris et Chuchotement est ouvert aux hommes aussi, bien sûr. Il y a une soirée réservée qu'aux hommes ? Pas encore, mais on peut peut-être lancer un business, Brigitte. Alors là, je vous suis. Oui, je vois pas pourquoi, ça peut être intéressant aussi. Je vais demander à Carlotta s'il y a une soirée réservée aux hommes. Excellente idée. Je dis ça, bien sûr, c'est pour un ami. Bien sûr, je comprends. Je ferai passer le mot. Merci Julia Palombo. Merci. En tout cas, on peut toujours vous retrouver avec votre nouvel album Tarentelle et Vaudou sur toutes les plateformes. Et on retrouve Pierre pour 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Samuel Doc. Alors, première question, Pierre. Quelle note vous donneriez à votre confiance sexuelle ? Confiance en vous sexuellement, ça, j'entends. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Je dirais 7. 7 sur 10 toujours une marge de progression. Et c'est vrai que des fois, j'ai une compagne, pour le coup, qui peut se rapporter juste à ce que vous disiez juste avant, qui est assez dominatrice.
Ouais. Et parfois qui me déstabilise assez facilement. Bon, ça c'est toujours dans le jeu. Bon, j'ai vraiment confiance en elle. Et pour le coup, parfois, oui, je n'irai pas de la tête. Ah oui, ça vous met un petit peu en doute quand elle est un peu trop dominatrice. Oui. Mais ça vous fait rire, alors finalement, vous aimez ça. Oui, tout à fait. Il me semble. Quel est le mot que vous diriez le plus facilement quand vous faites l'amour ? Ah, moi je dirais je t'aime, mais à chaque fois, elle me répond ça comme ça, on est en train de faire l'amour. D'accord, et alors, qu'est-ce que vous avez... Bon, vous êtes finalement assez romantique alors, Pierre. Oui. Bon, je précise quand même que Julia Palombe était en train de souffler un mot, mais visiblement c'est pas du tout le vôtre. Hein. Je crois pas qu'on est sur la même longueur d'onde là avec Pierre, Julia Palombe. Vous imaginez bien quel genre de mot elle pouvait. Hein, bon, on va en rester là. Et troisième question, est-ce que vous êtes plutôt attiré par les seins ou par les fesses, Pierre ? Je dirais les fesses. Les fesses, très bien. Ouais. Eh bien, vous pouvez poser une question à Samuel Doc, il vous écoute, allez-y. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter une situation qui vous a déstabilisé ? Ah, eh bien, une situation qui m'a beaucoup déstabilisé, c'était quand j'étais au collège, on m'a volé mes baskets et une femme de ménage m'a prêté ses chaussures à talons, crocs très bizarres et j'ai dû traverser tout l'établissement scolaire avec mes jolis talons. Je peux vous dire qu'à 12 ans, j'étais sacrément déstabilisé. Je pleurais en marchant, clac, clic, clac, cloc, je traversais les couloirs et là j'ai été déstabilisé, je dois dire, et vous voyez, c'est tout de suite le premier souvenir qui me vient en mémoire lorsque vous me demandez cette question-là. Après, vous savez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en rigolant, j'ai deux mains gauches, je suis incapable de visser une ampoule, donc croyez-moi, des situations qui m'ont déstabilisé, il y en a eu un sacré paquet. Voilà. Et le tout, c'est de s'accepter tel qu'on est. Moi, je suis gauche, maladroit, parfois un petit peu bébête. Heureusement que vous n'êtes pas artisan, vous êtes... Ah ben, je n'aurai plus de main, je serai amputé, je pense, je serai dangereux. Et puis certainement au chômage. Ah oui, j'aurai pas beaucoup de clients, effectivement. Donc voilà, vous avez choisi en fonction de vos capacités. Voilà. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Venez nous raconter justement votre confiance en vous, votre estime de vous-même au 0826 300 300. À tout de suite. En compagnie de Samuel Doc, docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste, psychologue clinicien et évidemment écrivain de nombreux livres. On évoque la confiance en soi, l'estime de soi et on écoute Sandrine qui nous a rejoint. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous. Merci de me recevoir. Bonjour à Samuel Doc. Bonjour. Ça faisait très longtemps que j'attendais enfin une émission sur la confiance en soi. Oui, très longtemps. Vous savez qu'il est facile de nous envoyer un mail sur sudradio.fr si vous avez un sujet que vous avez envie qu'on aborde dans cette émission. Moi, je suis toujours ouverte. Récemment, j'ai fait une émission sur les lapsus parce que j'avais reçu un mail justement qui me demandait de faire une... Donc n'hésitez pas, hein, je vous le dis pour vous bien sûr. Effectivement, oui. Mais je crois que j'étais pas prête. Bon, et ben vous êtes prête là, c'est bon. Apparemment, oui. Et ben on vous écoute, Sandrine. Moi, il m'est arrivé une mésaventure. En fait, je suis en couple depuis 22 ans avec le même homme. Nous avons 2 enfants ensemble. Et en 2017, ma meilleure amie de l'époque m'a annoncé que mon mari me trompait, mais elle n'a jamais voulu me dire avec qui et comment elle l'avait su. Et donc, je traîne cette casserole énorme avec moi depuis 2017. Et on est en 2023. Et vous en avez parlé avec lui ? Évidemment. Mon mari n'a jamais changé d'attitude. Donc il a toujours été extrêmement bienveillant et gentil comme toujours, et il m'a assuré que c'était faux. Que c'était faux. Malgré tout ça, nous avons vécu pendant 1 an, un peu chacun de notre côté dans la maison, hein, avec nos enfants, mais vraiment un peu chacun de notre côté, à dormir ensemble quand même, mais plus aucun rapport sexuel juste la tendresse qui restait là, mais plus d'amour en fait. Voilà. Donc on peut comprendre évidemment le traumatisme que ça provoque chez vous, mais est-ce qu'elle avait des preuves de ce qu'elle affirmait ? Absolument pas. Enfin, moi, elle m'en a donné aucune, en fait, malgré mes demandes répétées. Et je suis à ce jour sans réponse. Et alors, la première question que je vous pose, Sandrine, qu'est-ce qui fait que vous avez plutôt cru cette amie que ce mari ? Il s'est avéré que quelques mois auparavant, mon mari a eu besoin de sortir avec des copains, enfin voilà. Oui. Et il a découché plusieurs fois. D'accord.
Donc, mais en dormant chez lui, mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était sa crise de quarantaine à lui qui lui arrivait. Voilà, à ce moment-là. Après, voilà. Et donc, j'ai eu des doutes. Voilà, forcément. D'accord. Et ça m'a détruite. Mais vraiment, cette annonce m'a détruite. J'ai perdu confiance en moi, en tout, en mes valeurs, en ma joie de vivre. J'ai tout perdu. Je me suis effondrée. Alors, Sandrine, c'est évident que lorsqu'on découvre que l'homme qu'on aime a été ou aurait été voir ailleurs, voilà, ça peut vraiment abîmer une estime de soi, mais qui généralement est quand même un peu fragile. Oui, alors que moi, j'ai jamais douté de moi, en fait. Je n'ai jamais douté de mon estime de soi, de ma confiance en moi. Je pense que vous vous trompez. Mais peut-être que vous dites vrai parce que je crois qu'au fond de moi, j'ai quand même une espèce de carapace pour me protéger, pour me protéger du monde extérieur. J'ai été aussi abîmée dans l'adolescence. Mes parents se sont séparés, puis se sont remis ensemble. J'ai vu des choses entre mes parents que je n'aurais jamais dû voir à cet âge-là. Par exemple ? Et je pense des coups. Ah, de la violence. Voilà. Et ça s'est produit qu'une fois, mais ça suffit d'une fois pour abîmer un enfant. C'est clair. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, là où on peut dire qu'en effet, vous avez su vous protéger, vous avez visiblement choisi un homme qui est à l'opposé, c'est-à-dire qui est gentil, qui me dorlote complètement. Oui, complètement. Et justement, j'ai été extrêmement surprise de cette annonce par cette amie parce que vous tombez les nues quand vous c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Parfois, il y a des profils, vous pouvez vous imaginer que peut-être, voilà, là, c'est pas le cas du tout. Mais on va pas, enfin, on n'a aucune raison de penser que c'est vrai ou que c'est faux. Hein, oui, mais à ce jour-là, je ne pense rien en plus, moi. Vous voyez, mais quelle est la raison pour laquelle votre amie vous dit ça ? Est-ce que vous avez pu tirer ça au clair ? Est-ce que vous êtes toujours amie avec elle d'abord ? Ah non, plus du tout, puisqu'elle refuse de me dire la personne qui lui a dit ça. En plus, c'est même pas elle qui l'a vu. J'ai plus de raison d'être amie en fait. Pour moi, l'amitié, c'est pas ça. Enfin voilà. Donc je n'arrive. Enfin, je pense que je ne saurai jamais. Si c'est la vérité ou pas. C'est un poison qu'elle vous a inculqué et vous n'avez pas l'antidote. J'ai pas l'antidote. Enfin, si, je peux l'avoir. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis de vivre ma vie et de passer outre. Et visiblement, depuis quelques mois, c'est ce que j'arrive à faire, puisque j'ai repris quand même confiance en moi. Alors, je dis pas que je suis guérie, entre guillemets, loin de là. Je pense que ça sera toujours abîmé à l'intérieur de moi. Oui, mais j'ai réussi à reprendre confiance quand même. Je vais avoir un point de vue un petit peu différent et peut-être un peu polémique, mais je vais le tenter quand même. Vous savez, supposons que votre conjoint ait eu une relation extra-conjugale. Ça n'a peut-être pas de rapport avec vous. Moi, parfois, je reçois en consultation des hommes, des femmes qui ont des amants, des maîtresses. Ce sont des choses qui arrivent et ça ne veut pas dire qu'ils ne désirent plus leur conjoint du tout. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, ils ont un corps, que ce corps peut être attiré ailleurs, peut vibrer ailleurs, que c'est très difficile de désirer toute une vie entière la même personne. Et ça ne veut pas dire que vous ne plaisez pas à votre conjoint, ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas, mais ça veut peut-être dire qu'il a eu envie ou besoin d'explorer autre chose. J'en suis tout à fait consciente, en fait. Je lui ai même dit, enfin voilà, on est très ouvert sur ces sujets-là. Ah, très bien. Mais je me suis sentie trahie, quoi. En fait. Voilà, c'est ça, c'est le potentiel mensonge qui vous fait mal. Voilà. Trahi et vraiment blessé. Ah oui. Alors, trahi et blessé par cette ex-amie et trahi et blessé par mon mari, si c'est la vérité. Vous voyez, ça fait vraiment double blessure et du coup. Mais est-ce que si c'est terrible. Alors, on va aller plus loin, Sandrine. Est-ce que si vous l'avez dit, imaginons qu'il ait eu une relation extra-conjugale, puisque au fond de vous, je crois que c'est ce que vous pensez. Oui, tout à fait. On est d'accord. Et je pense qu'il le regrette amèrement. Et alors, si vous l'avez avoué, s'il vous l'avait dit. Est-ce que ça vous aurait fait moins mal, franchement ? Je ne sais pas si ça m'aurait fait moins mal, mais je sais même pas la décision que j'aurais prise s'il y avait une décision à prendre, vous voyez. Ah oui, donc vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il vous l'a pas dit aussi, c'est qu'il se sentait pas en terrain. Ah mais c'est que je pense en fait qu'il regrette, il culpabilise, et c'est ce pourquoi je pense pendant un an.
nous avons fait. Mais voyez, voilà. Sandrine, le problème. Alors après, moi, c'est vous qui témoignez, donc on peut pas. Moi, je pense qu'une thérapie tous les deux, ça serait quand même utile. Mais vous partez du principe que de toute façon, c'est vrai ce qu'elle vous a dit. Donc, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est coincé. Quoi qu'ils disent. Il est coincé, tout à fait. Mais il y a quelques mois. Et ce que j'entends. Pardon, excusez-moi. Oui, je vous allez. Allez-y. Je dis, il y a quelques mois, je lui ai balancé un petit pic parce que, enfin voilà, à ce sujet. Et il m'a dit, maintenant, ça suffit, ça fait 5 ans, je n'ai rien fait. Et en fait, voilà, ça m'a remis à l'ordre. Et c'est depuis qu'il m'a dit ça, que tout doucement, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression de refleurir. Mais alors qu'il n'a pas changé d'attitude. Non, mais Sandrine, vous êtes encore très en colère. Et ça, c'est important de le réaliser. Et cette colère, il va falloir qu'elle passe, parce que sinon, votre couple va continuer à en souffrir. Alors moi, je comprends que vous soyez en colère. Moi, j'ai l'impression, comme ça, dans ce que vous racontez, c'est une intuition, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai l'impression qu'il a peut-être, en effet, à un moment donné, été vu en compagnie d'une femme avec qui il y a peut-être eu des gestes qui pourraient laisser penser mais qui s'est peut-être rien passé d'autre. Et c'est en ça qu'il est coincé, parce qu'il sait qu'il peut y avoir eu des racontards, mais qu'en même temps, il continue à vous dire qu'il n'y a rien eu. Parce que si vous avez dit s'il y avait eu quelque chose, peut-être qu'il aurait quand même fini par cracher le morceau, vu comment vous l'avez questionné et torturé pendant des mois. Et si ça devait se reproduire, le problème, c'est que ça met une chape de plomb et une menace sur ce dialogue qui devient impossible. Supposons que demain, voilà, il vit une relation pour de vrai, cette fois-ci, il n'osera pas vous en parler, ça va être dissimulé, ça va s'enquister, faire symptôme, donc il faut apaiser les choses, il faut s'apaiser et comprendre pourquoi ça vous touche autant. Comprendre ce que ça vient dire de votre désir. Votre colère, c'est vous qui la faites monter toute seule. Exactement. Oui, je crois que la colère, en fait, elle n'est plus dirigée contre lui, mais plus sur l'ami que j'avais. Et parce qu'en plus, elle n'est pas toute seule à être au courant. Il y a toute une bande d'amis qui sait. Donc là, qui ne dit rien. Là, c'est le regard des autres qui pose problème, qui vous met en colère. Donc là, vous avez raison. Pourquoi on fait des choses comme ça, moi. Non, mais là, vous avez raison. Ça atteint votre estime de vous-même. Bien sûr. Puisque le regard des autres, on vous regarde comme une femme qui a été trompée, et ça vous met en colère parce que c'est quelque chose qui vous est assez insupportable, et ça peut se comprendre. Donc, ça nécessite en effet que vous compreniez que le regard des autres ne doit pas vous toucher à ce point-là. Et c'est ce pourquoi maintenant, depuis quelques mois, je m'en fiche. Je sens que je me détache de tout ça. Et je vais beaucoup mieux. J'imagine que cette amie n'est pas en couple, ou en tout cas son couple ne va pas très bien. Si, elle est en couple, mais en fait, je sais plus sa vie, et je m'en fiche, en fait. Oui. Voilà, j'ai vraiment coupé les ponts avec. Non, vous en fichez pas, puisque sa parole reste complètement enquistée en vous. Il n'y a que ça qui m'intéresse chez elle, en fait. Et vous, en 22 ans, jamais vous avez regardé d'autres hommes, jamais vous avez jamais. eu Non, jamais. Impressionnant. Jamais j'ai eu une attirance, une envie. J'ai toujours été, je crois, alors peut-être aussi que c'est de ma faute, j'ai une très grande admiration physique, mais admiration tout court pour mon mari. Et je pense que c'est pour ça que je suis tombée sur mon piédestal. C'est que admirer quelqu'un comme ça, c'est vraiment très profondément ancré. Oui. Et du coup, quand vous apprenez une telle nouvelle, vous tombez des nues. Il est toujours avec vous, il vous aime, et il vous fait l'amour. Tout à fait. Donc, et c'est de là que j'ai commencé à guérir un peu. Sandrine, où est le problème ? Vous voyez, c'est-à-dire que vous mettez un problème là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que rien ne prouve qu'il a en effet eu une relation, et quand bien même, ce ne serait pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Et est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux un mari qui une fois a eu une aventure d'un soir, et puis voilà, mais qui nous aime et qui nous respecte et qui se conduise bien ? Vous voyez, vous seriez avec un homme battu, je pourrais comprendre un homme qui vous bat, pardon, je pourrais comprendre que vous ayez honte vis-à-vis de vos amis, etc. Mais là, enfin, franchement, vous êtes avec un homme formidable. Mais il faut que vous les oubliez tout ça, Sandrine. C'est moi que j'avais besoin de guérir.
et pas notre histoire. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que ça a déstabilisé quelque chose qui était quand même fragile chez vous. Probablement. Et grâce à ça, moi je crois qu'il faut toujours, d'un événement traumatique et douloureux, il faut toujours en faire une opportunité. C'est ce que nous apprend le Yiking notamment. Eh bien, je crois que grâce à ça, eh bien, allez travailler votre estime de vous-même, vous allez voir, vous allez grandir. Exactement. C'est ce que je fais là. Je fais des choses que il y a longtemps que j'ai repoussées et super. Et je suis je fais pour moi en fait. C'est des choses que je repoussais et je me suis dit mais pourquoi j'attends, pourquoi je fais pas ça? Et je m'en porte que mieux. Et je suis ravie de ça, en fait. Eh ben super. Donc finalement, ça sera peut-être dans quelques temps quelque chose qui aura été positif. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Alors, une petite pause et puis après les infos, on va continuer à parler d'estime de soi et de confiance en soi. Et on voit à quel point le moindre truc peut déstabiliser l'un ou l'autre. Petite devinette, on n'y échappe pas. Moi, elle m'amuse beaucoup. C'est un homme politique qui discute avec une prostituée, puis qui lui demande. Alors, la prostituée, elle lui demande de payer d'abord. Ce à quoi il répond mais je suis politicien, donc je suis honnête. Qu'est-ce qu'elle va lui répondre? La réponse, c'est après les infos. Avec Samuel Doc, on revient sur l'estime de soi, la confiance en soi, et on vous invite évidemment à témoigner. Peut-être que vous avez une bonne confiance en vous, une bonne estime de soi. On pourra aussi peut-être dans cette deuxième heure donner les indices qui permettent de savoir que quelqu'un a une bonne estime de soi ou une bonne confiance en soi. Avant de donner la parole à Florence qui nous a rejoint, Samuel Doc, j'aimerais bien la réponse à ma devinette. C'est un homme politique qui va voir une prostituée et celle-ci évidemment on lui demande de payer d'abord, c'est comme ça que ça marche avec les prostituées, et il répond je suis un homme politique, je suis honnête. Elle le regarde et qu'est-ce qu'elle peut bien lui répondre? Je n'ai pas voté pour vous. Non. Non, c'est pas ça. Elle dit oui, bien sûr, et moi je suis prostituée et je suis vierge. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous, Florence. Alors, vous pensez aussi, c'est un petit peu comme le témoignage qu'on a eu en début d'émission, avoir plutôt confiance en vous, mais pas une très bonne estime de vous-même, c'est ça? Oui, je fais bien la différence entre les deux. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est quand on entreprend quelque chose, on a confiance dans ce qu'on est capable de faire, et j'allais dire un peu on se connaît et on sait un peu ce dont on est capable. L'estime de soi, c'est autre chose, c'est le regard qu'on porte envers soi-même. Oui, absolument. Et là, dans mon cas, c'est différent. Je pense que ça se construit aussi de la façon dont on est reçu par ses parents, j'imagine. Oui, peut-être des raccourcis. Non, mais bien sûr. Mais alors, il y a quand même un paradoxe, Florence, parce que vous dites que vous savez vous savez qui vous êtes, vous osez entreprendre parce que vous avez confiance dans votre capacité de réussir ce que vous entreprenez. Oui. Tout ça, ça devrait quand même renforcer votre estime de vous-même au fil du temps. Oui, mais je pense, que ça dépend des aspects. C'est-à-dire que, par exemple, professionnellement ou dans le travail, j'ai plutôt confiance en moi. D'accord, c'est sur le plan sentimental que ça va moins bien. Oui, plutôt c'est ça, sur le plan des relations humaines, en fait, de façon générale. D'accord, oui. Alors ça, c'est intéressant parce que on voit, surtout chez les femmes, je trouve, une sorte de compensation. On croit qu'on n'est pas quelqu'un de très aimable, de très valable sur le plan sentimental, et on va compenser, on va aller se prouver qu'on est quand même capable de faire des choses. Oui, c'est sûr. C'est un peu ça chez vous, aussi. Oui, ça me parle. En fait, on cherche de la valeur ajoutée. Oui. Via le travail. Et en plus, ce qui m'épate aussi à chaque fois, ce dont je me rends compte, c'est que même dans le monde du travail, autant je peux avoir confiance dans des rendus que je vais faire qui sont factuels comme un écrit, un rapport, autant quand il s'agira de prendre la parole en réunion et de défendre des propos, ce genre de choses, ce sera
tout de suite plus compliqué parce que là, on retrouvera un peu justement de l'estime de soi. Puis le regard, là on s'expose au regard de l'autre et c'est pas du tout la même temporalité. Quand vous rédigez un rapport, vous avez le temps de le prendre, de le reprendre, de le réécrire, de le corriger. Là on vous demande sur le champ, dans l'immédiateté, eh bien d'être à la hauteur des attentes. C'est beaucoup plus difficile. Oui, et dès qu'on enlève, enfin moi personnellement, dès que j'essaye d'enlever... de me détacher du regard de l'autre pour pouvoir du coup être plus à l'aise. Oui, mais vous voyez Florence, c'est là où on voit que dès qu'il s'agit de parler du cœur et de quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, c'est là où ça va pas. Mais quand on reste dans des choses qui sont d'ordre matériel entre guillemets, parce que c'est ou concrète, ça va. Donc on voit bien qu'il y a là aussi, encore une petite voix intérieure qui vous sabote. Oui, j'en suis consciente. Après, c'est du travail, quoi. Parce que c'est très difficile. On ne peut pas attendre des autres qu'ils nous donnent confiance en nous. Non. Ça fonctionne jamais, je vais vous dire. Oui, j'en suis bien contente parce que j'ai un mari, pour le coup, qui est hyper, qui fait beaucoup de compliments, qui est beaucoup dans la mise en valeur, etc. Mais voilà. Ça sert à rien. Vous le mettez en échec. Ouais, ça change pas. Ça change pas mon opinion. Mais je dis bien, vous le mettez en échec. Parce que quelque part, et c'est ça qu'il faut quand même parfois aussi entendre, et je pense que ce que je veux dire va parler à beaucoup de gens, on a des avantages collatéraux de continuer à considérer qu'on n'est pas quelqu'un de valable. Exactement. Et donc, on met en échec de toute façon tout ce qu'on va pouvoir nous dire. Alors, quels sont ces avantages collatéraux ? C'est peut-être ça qu'il faut aller chercher, Florence. Les avantages collatéraux de la mise en échec, en fait, c'est ça ? Oui. Bah oui. Déjà, on peut se plaindre, on retrouve une posture un peu infantile, un peu assistée. Donc, on a une bonne raison de ne pas faire les choses jusqu'au bout. Et on reste la petite fille qu'on a été. Exact, c'est régressif. Et on ne devient pas adulte. Oui. Alors vous êtes adulte sur le plan concret, dans votre travail, tout ça, mais sur le plan du cœur, on reste la petite fille en attente de quelque chose qui de toute façon ne viendra pas. Parce que vos parents, s'ils avaient pu vous donner une belle estime de vous-même, ils l'auraient fait. Ils n'ont pas pu le faire. Et maintenant, il est temps de leur pardonner, de laisser de côté et puis de grandir. Mais c'est facile à dire. C'est Florence, je suis d'accord. Et de revenir peut-être aussi un peu au corps, à ce qui vous ferait du bien aussi sur le plan corporel, de réapprivoiser ce corps, que ce soit par le biais des massages, de la sexualité, du sport, que sais-je encore, mais refaire votre propre entité corporelle. Je sais pas, ça pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir du mal avec mon corps. Tant mieux. Bon, ça c'est déjà très bien. Vous voyez, il y a du positif. Et est-ce que vous êtes capable de vous autoriser des choses pour vous ? Ou est-ce qu'il faut toujours que ce soit par rapport à votre mari ou vos enfants ou des amis ? Non, je pense que je fais beaucoup plus qu'avant. Je pense que j'ai progressé là-dessus en faisant des choses pour moi. Oui, mais si vous faisiez rien avant, beaucoup plus qu'avant, ça fait toujours pas grand-chose. Vous voyez, parce que si on s'aime vraiment soi-même et si on considère qu'on est vraiment la personne la plus importante, déjà, on quitte cette position infantile qui nous apporte plein de dommages, plein d'avantages collatéraux, mais qui nous bloque finalement quelque part dans notre estime de nous-mêmes. Parce qu'on peut pas améliorer notre estime de nous-mêmes tant qu'on reste dans cette position infantile. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Oui, parce qu'on est en attente du regard de l'autre. Et là, vous prenez une voix de petite fille, Florence. C'est intéressant. Ça vous parle. Je suis contente au moins. Parce que là, vous avez compris quelque chose. Oui. Et je souscris à ce que dit Brigitte, puisque quand vous parlez de ses réussites professionnelles, c'est un peu comme un enfant quand il montre un dessin à son père ou à sa mère en attendant une forme de son bulletin. C'est un peu la même chose. Donc effectivement, je partage l'avis de Brigitte. Il faut vivre pour vous et ne plus chercher à prouver quoi que ce soit aux autres. L'analyse de Brigitte me semble très audible. Non ? Oui. Puis elle me parle aussi.
Oui, mais c'est important parce que tout est là et tout est là pour la plupart d'entre nous. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Et il est jamais trop tard. Hein. Je vois des gens en thérapie très souvent qui ont été brisés par des personnes, notamment lorsqu'ils ont exercé une certaine emprise, qui les ont complètement saccagés sur le plan narcissique. Il est jamais trop tard pour renaître, pour se reconstituer une identité, pour se redresser. Il est jamais trop tard. Mais ça passe par soi. Par soi et par la pensée et les émotions. Ce qu'on fait pour soi, vraiment. Des actes. Et c'est valable dans tous les domaines. Hein. C'est valable dans le domaine amoureux, c'est valable dans le domaine professionnel, créatif, amical, sportif. Qu'importe. Trouvez là où vous êtes vraiment bien. Là où vous vous faites du bien quand vous faites ces choses-là. Et faites-les vraiment pour vous. Avec osez. Lancez-vous le défi d'oser. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce que vous me dites. Et c'est vrai que j'ai conscience de beaucoup de choses. Le passage à l'acte, entre guillemets, entre ce qu'on conçoit et de faire des choses est vraiment, enfin pour ma part, pas du tout difficile, évident. C'est difficile parce qu'on veut trop vite faire un grand pas. Il faut faire des tout petits pas. Tout petits. D'accord ? Et vraiment des tout petits pas. Et c'est comme ça qu'on avance. Sinon, on se met la barre trop haut et on peut pas. Donc il faut commencer par un tout petit truc. Je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas quelles sont vos passions. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Avez-vous des hobbies ? C'est un problème, ça. Moi, j'ai pas vraiment de passion, si ce n'est le sport, mais j'en fais déjà beaucoup, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas tellement de... Mais je sais pas, vous aimez cuisiner, lire, jardiner, dessiner. Enfin, vous voyez, moi, je vais pas chercher un truc hyper important. Hein, J'aime bien la musique. J'aime beaucoup la musique. Ouais. Bon, et ben, qu'est-ce que... Jouer. Vous pourriez, je sais pas moi, vous acheter un instrument, essayer de vous intéresser à quelque chose qui a un rapport avec la musique. Une clarinette, un pipeau. Oui. Un instrument, c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? Enfin, il faut que ça vous parle en tout cas. Il faut que ça vous parle. Oui. Ou vous achetez des CD de musique que vous aimez et les écoutez un tout petit peu, rien que pour vous. Un quart d'heure, pas plus, parce qu'après il y a plein de choses à faire. Faut devenir maître du temps. Merci Florence. Merci. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec Samuel Doc et avec vous bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite. L'estime de soi, la confiance en soi, on en parle avec Samuel Doc. Je rappelle que vous pouvez mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de thérapie grâce à ce livre qu'a écrit Samuel Doc, qui est très bien, Les chemins de la thérapie, c'est aux éditions Flammarion. Merci. Voilà, et le dernier c'est L'enfant thérapeute, évidemment aux éditions Plomb, mais c'est moins le propos de notre émission aujourd'hui. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Roland. Merci de réagir. C'est bien, on a aussi des hommes quand même, parce que depuis tout à l'heure c'était que des femmes. Non, les hommes aussi, ils ont des problèmes d'estime et de confiance en eux, n'est-ce pas Roland ? Oui, pas, évidemment. Je sais pas. Mais, si, bien sûr que si, mais tout le monde a des degrés différents, je pense. Je pense que quelqu'un qui se donne 20 sur 20, c'est suspect. Hein. Ah bah, je suis suspect alors. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que... Bon, déjà, vous avez de l'humour, c'est bien. Oui, bah, il t'en faut un petit peu quand même. À petite dose, c'est bien. Oh, pourquoi à petite dose ? Oui, enfin, il y en a qui arrivent à être drôles, d'autres un peu moins, ça dépend. Ah oui, vous voulez dire si c'est... Oui, c'est ça, si c'est du vrai humour, c'est bien, si c'est... Ouais. Oui, non, bien sûr, oui. Bon, alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter justement ? Alors un petit peu comme l'auditrice précédente, Florence. Oui. Alors en ce qui me concerne, j'ai une confiance en moi qui est plutôt positive. Oui. Tout dépend du domaine d'activité dans lequel je vais me trouver à ce moment-là. Évidemment, si c'est un domaine que je maîtrise, ça va être la confiance va être positive. Par contre, en ce qui concerne l'estime de soi, elle est plutôt négative et c'est dû à un passé qui est où j'avais justement une très grande confiance en moi. Donc je me permettais d'abuser de certaines situations. J'ai fait souffrir de
une personne que j'aimais beaucoup en particulier. J'ai pas toujours été très sympa avec certaines autres personnes. J'étais un petit peu, un peu trop confiant en moi justement. Et c'est ce qui a fait que j'ai vécu une période assez sombre entre mes 20 et mes 30 ans. Et du coup, je pense que cette période a fait s'inverser la confiance en soi et l'estime de soi. Et aujourd'hui, j'ai une estime de moi-même qui est plutôt négative. J'essaie de ne pas décevoir autour de moi. J'ai du mal à imaginer que les gens puissent avoir une mauvaise image de moi, en fait. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 47 ans, bientôt 48. Donc ça fait 17 ans que vous traînez cette culpabilité d'avoir fait souffrir des gens, en gros. En quelque sorte, oui. Je vis avec, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quelle est votre profession ? Je travaille dans le transport. Oui, je travaille dans le transport. Dans le transport et la logistique, on va dire. Oui. Et voilà, c'est assez compliqué parfois. Parce que je sais de quoi je suis capable. Aujourd'hui, je pense quand on approche la cinquantaine, on se connaît un minimum. Je connais aussi mes limites. Je sais jusqu'où je peux aller en termes de relations humaines, en termes de relations privées. Alors, Roland, j'ai utilisé le terme de culpabilité parce que ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, la culpabilité quelque part. Moi, je pense qu'il y a deux solutions et vous allez me répondre laquelle vous avez utilisée. Entre 20 et 30 ans, vous avez eu envie de vivre plein de choses, vous avez osé les vivre et visiblement vous avez fait du mal à des femmes. Est-ce que vous avez fait exprès de leur faire du mal ou pas ? Oui et non. Pour certaines, c'était entre guillemets une façon de me venger peut-être d'une situation pour laquelle je n'ai pas pu maîtriser. J'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez fait à l'époque et pas de comment vous l'analysez aujourd'hui. Parce que là, vous me parlez de comment vous l'analysez aujourd'hui. Mais à l'époque, est-ce que vous avez fait exprès de vous venger ou est-ce que c'était une réaction par rapport à une souffrance ? Ah non, c'était plutôt une réaction par rapport à une souffrance vécue. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Bon, donc vous traînez une culpabilité de quelque chose dont vous n'étiez pas responsable. Même si je ne vais pas vous féliciter d'avoir fait du mal aux gens, mais quand on le fait par réaction, c'est pas terrible, mais c'est pas la même chose que quand on le fait par manipulation ou parce qu'on est pervers et que on n'a qu'une idée, c'est se faire plaisir et on raconte aux femmes n'importe quoi pour pouvoir les sauter et puis après on les laisse tomber. Ouais. Non, c'est pas du tout mon cas, en tout cas. On est bien d'accord. Donc, je reviens sur ce terme de culpabilité. Vous êtes en train de payer cher quelque chose qui n'a été qu'une pulsion ou des désirs très encore d'adolescents. Il y a un moment, il faut peut-être faire la paix avec vous-même. Et vous savez, ça ressemble aussi à une tentative de réassurance narcissique. C'est-à-dire que ce que j'entends en vous écoutant, c'est que il y a cette femme face à vous, elle va faire quelque chose, je ne sais pas si c'est vous rejeter, en tout cas réveiller une blessure d'abandon. En tout cas, on sent qu'elle a blessé quelque chose de votre narcissisme et qu'il a fallu lui faire payer en représailles, exactement comme si vous cherchiez à vous venger d'un parent maltraitant, d'une personne qui vous aurait déçu. En tout cas, on sent que ça a touché la colonne vertébrale de votre identité et que là, il a fallu lui faire payer. Ça me fait penser à quelque chose qu'en psychanalyse, on appelle le principe de destructivité. Qu'est-ce que c'est le principe de destructivité ? C'est quand on casse les gens autour de nous pour voir leur résistance. Peut-être aussi que vous vouliez voir si elle allait être capable d'encaisser ce que vous faisiez et de rester et de ne pas vous abandonner. J'entends une très très grande peur d'être abandonné dans votre propos. Oui, je pense qu'il y a de ça, oui, effectivement. Je pense qu'il y a de ça, il y en a toujours eu, et je pense que je garderai ad vitam aeternam une certaine particule de ce sentiment d'abandon. Oui. Non, c'est si vous dites ça, vous risquez pas d'avancer. Il faut se dire que non. Il faut se dire que non, on peut avancer. Mais là, et Brigitte elle a très bien pointé quand elle nommait le sentiment de culpabilité, c'est que à l'origine de ces gestes douloureux qui ont été les vôtres, il y a une blessure en vous. J'entends vraiment combien vous souffriez et que votre comportement agressif, hostile, était réactionnel.
Et la question c'est pourquoi est-ce que vous étiez si fragile, pourquoi est-ce que vous étiez si blessé et dans ce sentiment quelque part de toute puissance qui en fait faisait part de cette cassure à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est comme un chien qui mord. Ah mais j'allais le dire. Excusez-moi alors. J'allais le dire. Non, j'allais le dire que c'est exactement comme un animal blessé. Donc un chien qui mord, les 3 quarts du temps, c'est soit parce qu'on l'a blessé, soit parce qu'il a peur. Ce qui veut pas dire. On peut le voir, oui. Oui, et je pense que ça a été votre attitude. Donc moi, je pense qu'il serait bien de réanalyser vos 10 ans entre 20 et 30 ans avec un peu plus d'empathie pour vous-même et sortir de cette culpabilité qui vous ronge et qui ne sert à rien. Oui, ça j'en ai bien conscience, Brigitte. Le problème, c'est justement de trouver la clé qui va me permettre de pouvoir ouvrir ce qui va me faire accéder à l'acceptation de lâcher un petit peu de lest et puis de mettre de côté tout ça. Ouais. Alors évidemment, on va essayer de vous donner déjà quelques pistes. Roland, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. En compagnie de Samuel Doc, psychothérapeute, on évoque la confiance en soi, l'estime de soi. Je trouve intéressant déjà, Roland est avec nous et on va bien sûr lui redonner la parole. Je trouve déjà intéressant de voir combien de personnes finalement seraient dans une bonne confiance en eux, mais qui est un petit peu le bon élève qui essaye d'avoir des bonnes notes, hein, et combien sont finalement avec des estimes de soi fragiles. Ça c'est, enfin, je veux dire, on va pas faire un sondage avec quelques auditeurs, mais quand même, je trouve que c'est assez révélateur et je pense que c'est assez juste de notre société. Exactement, et ça questionne l'authenticité. Quelle est la possibilité d'être authentique avec ses entre guillemets qualités et défauts? Comment s'accepter soi-même? C'est ça la question que vous nous invitez à nous poser aujourd'hui, Brigitte. Alors Roland, je crois qu'on a un petit peu avancé déjà. Vous avez accepté de comprendre que ce que vous avez fait de mal pendant 10 ans, peut-être n'était-ce pas volontaire, et ce qui déjà change la donne. Vous pourriez nous dire comme ça brièvement en quoi vous auriez vraiment mal agi? Quel mal vous avez fait à ces femmes ou à cette femme? Oui, écoutez, la première relation sérieuse que j'ai eue à l'âge de 17 ans a duré 4 ans et bon, mais c'était par un manque d'expérience, on va dire par un manque d'expérience, comme plus ou moins les adolescents ont cette espèce d'inexpérience dans l'amour, on va dire que, et puis dans la relation de couple, disons que c'est quelque chose qui s'est installé très rapidement, une relation de couple assez fusionnelle, et puis au bout de 4 ans, par divers clashs, par diverses engueulades, j'ai malheureusement provoqué ce que je craignais le plus, et du coup on s'est séparés avec un petit peu perte et fracas. Et c'est quoi alors Qu'est-ce que vous avez fait alors de si c'était des violences verbales, des violences verbales, enfin des choses pas très agréables pour ma partenaire. Vous l'avez tapé? Disons que je lui ai levé la main dessus, oui, une fois malheureusement. Voilà, et puis à partir de là, elle s'est pas laissée faire non plus, donc c'était souvent des choses qui, mais ça venait, la plupart du temps, ça venait de moi. Hein. C'était à cause de mon caractère aussi. J'avais un caractère très fort. J'étais persuadé que j'avais tous les droits et alors que c'est pas le cas. D'accord. Vous étiez pas bien dans votre peau d'homme, dans votre virilité, et vous l'avez abaissé pour vous prouver que vous étiez un homme. En gros, hein, comme beaucoup de jeunes hommes de cet âge-là. Oui, bon, probablement. Franchement, si on doit mettre en prison tous les hommes qui ont ce comportement à 17 ans, il restera plus grand monde dehors. Hein. Donc là, il serait peut-être temps de comprendre que vous étiez pas encore suffisamment dans un amour de vous-même suffisamment fort, et donc vous savez, il y a cette sorte de rapport de pouvoir et de rivalité dans le couple. Si on est vraiment en mauvaise estime de soi, on rabaisse l'autre. Hein.
Oui. Donc c'est ce que c'est ce que vous avez fait. Alors c'est vraiment la version des valeurs. J'avais une très forte estime de moi et peu de confiance en moi en fait. Non. Vous aviez une très mauvaise estime de vous-même, mais vous avez surcompensé avec une sorte comme ça d'assurance de mal qui était une surcompensation. En fait, vous n'étiez absolument pas sûr de vous. Écorché vif. D'accord. Ça, c'est c'est important. Oui, c'est fondamental. Et ça montre bien que donc vous n'aviez pas été suffisamment aimé et sécurisé en amont par vos parents. Bref. Et alors, la deuxième, qu'est-ce que vous lui avez fait de si terrible ? Par la suite, j'ai eu d'autres relations auxquelles j'ai mis un terme moi-même sans donner de nouvelles, alors que je recevais des coups de fil, je recevais des demandes d'informations. Pourquoi est-ce que je ne donnais plus de nouvelles ? On me laissait des messages auxquels je ne donnais pas suite. Du ghosting, comme on dit. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Comme ça. Bon. Ouais. Et là encore, ça vous donnait le sentiment, ça vous donnait la fausse impression d'avoir le contrôle, d'avoir le pouvoir, et ça vous réassurait de dire tiens, celle-là, je vais pas lui répondre, je la tiens quelque part. Et comme ça, je ne souffrirai pas. Exactement. Donc vous n'aviez pas pris conscience de à quel point vous avez souffert de la rupture, de la première rupture. Donc vous avez tout mis en place pour ne plus ne pas être abandonné, ne pas souffrir, comme le disait tout à l'heure Samuel. Alors bon, moi, Roland, franchement, je trouve qu'il serait temps de faire la paix et de vous pardonner, parce qu'il n'y a rien de bien méchant dans tout ce que vous avez fait. C'est pas terrible, mais c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de toxique. Vous n'êtes pas un monstre, et il serait temps quand même de faire la paix. Par contre, il faut comprendre que vous étiez pas apte à aimer parce que vous ne vous aimiez pas. Exactement. Voilà. Je pense que ce sentiment vient de là. Et là où c'est très difficile, c'est pour les personnes qui commettent ce type d'actes. Alors évidemment, certains vont les commettre tout au long de leur vie, et d'autres non. Vous, c'est fini, là. Vous, c'est fini. Oui, non, mais t'as plus de violence, complètement. ni physique, ni verbal. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors je peux être violent, je peux être verbalement violent avec des personnes que je ne connais pas qui vont me manquer de respect, par exemple. Mais en ce qui concerne d'autres types de relations, des relations amicales, amoureuses, ou avec mes proches, mes enfants, je vais tout faire pour que les gens aient la meilleure estime de moi possible. Je vais faire tout pour ne pas les décevoir. Donc là encore, vous ne faites pas les choses pour vous, mais pour les autres. Quand on parlait de l'authenticité, c'est ça le problème, c'est que vous êtes toujours dans le même piège qu'expliquait Brigitte tout à l'heure. Peut-être qu'il y aurait un travail à faire de gestion des émotions, de méditation, de choses comme ça. Et moi, je me suis demandé aussi, Brigitte a glissé tout à l'heure une idée, c'était celle du pardon, et du pardon notamment à l'enfant que vous avez été, l'adolescent, le jeune adulte que vous avez été, mais peut-être que si vraiment vous sentez un fort sentiment de culpabilité vis-à-vis de ces femmes que vous avez heurtées, il est jamais trop tard pour demander pardon et pour dire voilà, moi j'étais jeune, j'étais perdu, je sais que je t'ai fait souffrir, j'en suis vraiment immensément désolé. Solder la dette de ce côté-là, vous voyez ? Même si j'aimerais beaucoup le faire, oui. Mais même si vous ne savez plus où Parce que là, ça vous empoisonne. Ça vous empêche pas de leur écrire et puis vous brûlez la lettre, mais vous l'aurez fait. Et ça va vous apaiser. Oui, tout à fait. Vous faites un acte. On m'a souvent donné ce conseil et c'est vrai que j'ai essayé tout un tas de thérapies, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué de faire la paix avec soi-même et c'est vraiment pas évident. Non, mais parce que Roland, vous restez ancré dans le garnement que vous avez été jusqu'à 30 ans. Ça va, il est derrière vous celui-là. Moi, je vais pas ressasser toute ma vie la star de porno que j'ai été. Ça va, c'est derrière moi. Je suis une femme qui est à la radio, qui écoute et je me suis rhabillée. Oh, quelle belle forme. Oui, bien sûr. Vous voyez, il faut laisser tomber. Bien sûr que ça a été nous aussi et que quelque part ça fait aussi ce qu'on est devenu. Mais c'est derrière nous, c'est fini. Il faut pas toute sa vie traîner nos casseroles. Ah non, bien sûr, mais le passé fait partie de chaque individu, de chaque. Il fait partie du passé. Oui. Et c'est vrai que sur le passé, on ne peut pas agir.
Et moi, je m'efforce en tout cas de faire du présent le meilleur présent possible pour justement pouvoir améliorer mon futur. Mais mettez pas la barre trop. Voilà. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Prenez soin de vous. Je fais en sorte j'essaie de mettre la barre haut. Non, soyez pas gentil aujourd'hui parce que vous avez été méchant il y a 20 ans. Soyez gentil parce que vous avez envie d'être gentil et puis soyez neutre si la personne ne vous intéresse pas. Vous voyez, vous n'avez rien à réparer, c'est fini, c'est derrière vous. Respirez. Oui. Ok. Promis. Okay. Promis. Merci beaucoup Roland. Merci pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on va continuer avec Franck, mais là on passe tout à fait à autre chose. J'ai l'objet en main, il est assez beau. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Franck. Alors c'est un masturbateur connecté Power Masturbator de la marque Satisfyer que l'on retrouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Alors je l'ai entre les mains, je ne sais pas si je vais réussir à le faire marcher, mais je vous laisse le décrire Franck. Alors le décrire, donc c'est un bel objet. Donc moi je l'ai reçu en couleur noire, assez design. Oui. La texture est très très agréable. Waouh. Voilà, oui, c'est assez joli. Oui. Ouais. Il y a plusieurs modes de vibration. Voilà, et on va dire que malheureusement, c'est la seule chose d'intéressant qu'il y a à dire dessus. Ah oui, mais déjà, ça ne doit pas être simple de rentrer son pénis là-dedans. Ah oui, non, c'est pas... on va dire que c'est pas naturel. C'est quand même un peu rigide, non Ça a l'air dur, c'est un peu dur. Non ? Ouais. Et là, on parle pas du pénis. C'est pas forcément dur, mais on va dire que personnellement, c'est pas ce qui a été le plus agréable, ni une expérience vraiment transcendante. Ouais, c'est curieux. C'est une expérience en tant que telle, mais que je ne réitérerai pas forcément. Bon, vous n'êtes pas blessé, ça va, tout va bien. Non, absolument pas. Hein. Je pense pas qu'il y a aucun risque, hein, mais. Je suis rassuré. Mais tout de même, Franck, pardonnez ma curiosité, mais je peux pas m'en empêcher. Vous avez réussi à jouir dans ce bidule ? Alors, franchement. Non, franchement, non. Pourtant, j'ai essayé, hein. Mais ça n'a pas l'air commode. C'est un voilà. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas réussi. Ils disent que c'est une forme flexible et une structure interne nervurée. Je les vois pas, les nervures. Qui peut s'adapter facilement à toutes les anatomies. Bon. Ouais, bon. Moi, je lis le mode d'emploi. Hein. Alors, à toutes les anatomies, je suis pas sûr non plus. Ah non, moi non plus. Voilà, ça reste mon analyse personnelle. Comme je vous dis, c'est une expérience, hein, c'est la mienne, donc ça vaut ce qu'elle vaut, ça vaut ce que ça vaut, quoi. C'est pas grand-chose, mais voilà. Moi, personnellement, c'est la vôtre. Attendez, elle est unique, la vôtre. Non, vous n'ayez pas une mauvaise estime de vous-même. Je parle en mon nom. Peut-être que ça peut plaire à un certain nombre de personnes, mais pour moi, il va être rangé au placard. Et voilà. Quoi. Parce qu'en fait, ça doit ça se détend, mais. Mais par rapport à la photo, il vous manque pas un bout. Bon, ça on verra peut-être. Non. Non, vous avez tout. Là, vous avez tout. Il me semble, oui. Ah. Bon, écoutez, Franck, vous me donnez sa note et puis voilà. Hein. Quelle note vous lui donnez ? Allez, par politesse, par souci de design et tout ça, on va mettre un 5 sur 10. 5 sur 10, d'accord. Bon, ce masturbateur connecté Power Masturbator de la marque Satisfyer, vous pouvez le retrouver sur rudesplaisirs.com. Il est joli, hein, voilà. Bon, après... c'est joli. Voilà, Franck l'a testé, peut-être que Samuel va le tester. Voilà. Et puis, on va faire une petite pause avant de retrouver Karen qui nous rejoint. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Demain, culture dans tous ses états. Il faudrait dire rap culture dans tous ses états. Avec Céline Alonso, nous recevons Eli Yaffa. Vous allez me dire, Eli, le prophète Eli Yaffa. Non. Eli Yaffa, son nom, c'est Booba. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du pire. Le rappeur français le plus connu, le plus populaire internationalement. Et vous allez voir, non seulement il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il met les mots MOTS et quels mots sur tous les mots MAUX et quels mots.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Restez dans la voie de droite. À 5 km, prenez la sortie numéro... Attendez, vous voyez les agents des routes sur le bas-côté? Hein? Quoi? Ah ouais, merci, j'avais même pas vu. Ok, je m'écarte. Attends, mais depuis quand tu me parles comme ça, le GPS? On n'a pas toujours quelqu'un pour nous dire d'où vient le danger. L'année dernière, 4 agents des routes ont perdu la vie au cours d'une intervention. Lorsque vous voyez leur véhicule ou leur flèche lumineuse, vous devez ralentir et vous écarter au maximum. Et pour les voir à temps, soyez toujours attentifs au volant. Ceci est un message du gouvernement. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert qui les perd, les trouve et les repère. Et Mireille, qui aime le soleil. Chin Chin Laflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de plus pour 1 € de plus. Et cet été, vous pouvez offrir la 3e paire de lunettes de vue ou de soleil avec la carte cadeau Alain Afflelou. Et c'est jusqu'au 31 août. Exclusivement chez Alain Afflelou, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Sud Radio Toulouse 101.8 et en DAB+. Sud Radio. Ne choisissez plus entre écologie et vos économies. Cuisinella s'engage à retirer de la vente ses plaques vitrocéramiques pour vous proposer l'induction moins énergivore au même prix. Comme ça, vous consommez moins et pour moins cher, ce qui est bon à la fois pour la planète et pour votre pouvoir d'achat. Alors pour en profiter, rendez-vous vite en magasin Cuisinella. Cuisinella, là, c'est chez vous. Cuisinella. Offre valable jusqu'au 24 juin 2023. Voir références et conditions d'application en magasin participant. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. À tous ceux à qui on a dit de manger moins de sucre, moins de gras, moins de gluten, moins de lactose, moins de viande aussi. À ceux à qui on a dit de consommer moins loin, moins souvent. Et à tous ceux qui sont d'accord pour moins tout ça, mais pas pour moins bien manger. Bah oui! Intermarché propose jusqu'à samedi le kilo de côte de bœuf Origine France à un prix défiant toute concurrence. 11,90 € seulement. C'est le marché anti-inflation du jour. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine côte 3 étoiles à griller, modalité sur intermarché.com. Des shows très très chauds en webcam. Découvre de nouveaux plaisirs sans tabou pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds. Inscris-toi gratuitement sur cam4.fr. Cam4. Tu cliques, tu mates, Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Estime de soi, confiance en soi, on en parle avec Samuel Doc qui est avec nous et n'hésitez pas si vous voulez mieux comprendre ce qu'on peut découvrir sur soi en thérapie. Ça s'appelle Les chemins de la thérapie aux éditions Flammarion. Karen, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Karen. Alors, c'est un burn-out qui vous a fait prendre conscience que vous étiez peut-être en mauvaise estime de vous-même? Oui. Et en fait, j'écoutais tout à l'heure, j'ai écouté le message précédent et comment je vais dire, je n'y arrive pas. L'interview, on va dire, de Florence tout à l'heure, et ça me renvoyait à des choses que je peux ressentir. Ouais. Et en fait, alors j'ai compris il y a peu de temps, justement dans le cadre du burn-out, que je suis hypersensible, et j'ai compris récemment qu'on m'avait jamais valorisé, jamais. Alors c'était pas. Parfois, ça pouvait être dévalorisé, mais alors ça a été le cas dernièrement dans ma dernière activité professionnelle. Mais en fait, le fait d'attendre de la reconnaissance de la part de l'extérieur m'a mis dans une position qui était pas la bonne. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que mon ex-mari qui était très sûr de lui dans le domaine professionnel et pas sûr de lui du tout dans le domaine personnel, j'essayais tout le temps de le rassurer, de l'accompagner, de le valoriser, etc. Mais je le faisais pas vis-à-vis de moi-même.
Et là, effectivement, je me rends compte que dans le cadre de tests, peut-être pro, j'en sais rien, que je fais actuellement, que effectivement, je peux me valoriser moi-même. Et récemment, mon ami m'a dit des choses très très gentilles et je me suis dit mais pourquoi? Alors ça m'a fait énormément plaisir. En plus, ça faisait très très longtemps qu'on m'avait pas dit je suis fière de toi. Et je me suis dit mais pourquoi je suis pas capable de me le dire à moi-même? Et pourquoi ça a plus d'importance? Ce sont les autres qui disent et pas moi. J'ai une petite réponse comme ça très simple qui va parler à tout le monde. Vous savez quel est l'âge de raison? Officiellement. C'est pas un piège. Non, mais je pense qu'on essaye. On est peut-être plus près de la cinquantaine que de la vingtaine. Non, l'âge de raison c'est 7 ans. Donc avant 7 ans. On a besoin d'être regardé par nos parents et que nos parents soient avec un sourire quand ils nous regardent et qu'on ait l'impression qu'on a de l'estime. Après 7 ans, on est capable de se voir et de se dire tiens, je sais bien ce que j'ai fait. Si on n'est toujours pas capable, c'est que quelque part on est resté avant l'âge de raison. Et c'est la plupart des gens. Donc c'est là où il faut bien comprendre à un moment donné que si on attend encore des autres de la valorisation, c'est que quelque part on n'a pas encore passé l'âge de raison. Alors c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même très très important. Alors après, que ça fasse plaisir, que les compliments qu'on reçoit nous fassent du bien, c'est normal et c'est comme ça pour tout le monde. Ça renforce notre estime de nous-mêmes et ça fait du bien. Mais si on est encore en train d'attendre que ça vienne des autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose à réparer. Mais je pense que, comme vous le dites, et puis il y a l'éducation. Il y a l'éducation qui rentre en ligne de compte. Et quand, moi j'ai une cinquantaine d'années, et quand l'éducation que j'ai pu avoir, c'était tu dois pas te plaindre, tu dois, et tu dois, il y avait un côté, il fallait surtout pas sombrer dans le narcissisme, avoir un ego très démesuré, etc. Et en fait, on peut facilement basculer du mauvais côté, on va dire. Alors on peut basculer du mauvais côté dans le sens où ça va être peut-être comme l'auditeur précédent a pu être à une époque où c'était démultiplié pour lui, mais on peut aussi être vraiment pas bien vis-à-vis de soi-même et des fois c'est limite maltraitant vis-à-vis de soi-même. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste avec les injonctions parentales de notre enfance. À un moment donné, il faut peut-être quand même se poser la question. Moi, je dis toujours, on garde notre enfant intérieur, quel que soit notre âge, et parfois tant mieux, parce que c'est aussi lui qui nous permet de nous extasier devant quelque chose, d'avoir une certaine ouverture, curiosité, naïveté. Enfin, c'est des qualités formidables, les qualités des enfants. Mais il ne faut pas tout le temps rester uniquement coincé dans notre enfant intérieur. Donc il faut à la fois être l'adulte, mais en effet ne pas nier l'enfant intérieur. Oui, et puis je pense que c'est pas évident, et moi je sais que pour essayer de redorer mon blason vis-à-vis de moi-même, maintenant j'essaye de me dire oui, mais t'as passé cette époque-là, c'était pas cool et tu t'en es sorti, t'as passé ces événements-là et c'était pas simple et tu y es arrivé, et sur des événements passés où en fait à l'époque le nez dans le guidon, je me disais de toute façon j'ai pas le choix, il faut que j'avance, et puis au final je finissais par traverser les périodes difficiles, et au final je me dis oui, mais c'était peut-être pas si facile que ça, et pourtant tu y arrivais. Mais absolument. C'est seulement maintenant que j'arrive à le mettre en avant et à me le dire. C'est bien. C'est un bon début, et puis vous avez commencé le chemin, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Oui, et puis je pense que c'est aussi arriver, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais arriver de se détacher du regard de l'autre. Alors moi, j'étais pas forcément au regard des autres,
parce que je peux avoir des tenues un peu extravagantes, etc. Et ça m'a jamais dérangé. Mais le côté, dès que ça touche le côté émotionnel, le côté sentimental, forcément pour moi c'est plus compliqué. Mais vous savez, Karen, qui que vous soyez, vous aurez toujours des gens qui vous trouveront bien et des gens qui vous trouveront pas bien. Après, c'est là où vous mettez votre propre prisme. Oui, bien sûr. Si vous n'entendez, vous ne voyez que les critiques, ça prouve que vous avez encore une très mauvaise estime de vous-même. Si vous ne voyez que les compliments et les qualités et que vous ne pouvez pas accepter la moindre critique, c'est que vous avez un ego démesuré et qui traduit forcément une mauvaise estime de vous-même. Ouais. Mais à l'inverse de mon ex-mari, par exemple, moi c'est plus dans le domaine professionnel, d'où sûrement le burn-out, hein, mais c'est davantage dans le domaine professionnel où j'ai du mal à le gérer, plutôt que, bon, c'est pas top dans le domaine personnel, mais bon an, mal an, j'y arrive à peu près. Mais il y a le côté regard du responsable, comportement du père, du père. Oui, du père. Oui, voilà, vous l'avez dit. Oui, du père, oui. Après, c'est aussi parfois, dans matière de burn-out, moi j'accompagne beaucoup de patients qui en souffrent. Il y a aussi certaines entreprises qui créent ça. Hein. Ça n'appartient peut-être pas totalement à vous. Certaines entreprises sont très très douées pour culpabiliser la personne, la pousser à se dépasser en permanence jusqu'à ce qu'elle craque, sans forcément lui donner les moyens matériels de réussir ses missions. Donc peut-être aussi, et c'est là que je rejoins cette idée de ne pas toujours regarder les autres, ni trop soi-même. Voilà, peut-être prendre un peu de distance aussi de ce côté-là, revenir peut-être à votre fiche de poste, vous demander si vous êtes bien dans le cadre de vos missions, rationaliser les choses. Tout n'est peut-être pas de votre faute, tout n'est peut-être pas de votre fait. Non, ça je suis d'accord, mais c'est plus... Je pense que ce qui est 100% de ma responsabilité, c'est de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme plus tôt. C'est pas votre responsabilité, c'est que vous ne pouviez pas, sinon vous l'auriez fait, à moins d'être dans un masochisme total. Karen, je crois que la majorité, j'ai encore récemment un de mes invités qui a tombé en burn-out, je me suis un peu moqué de lui, mais justement, c'est le problème, c'est qu'on tombe en burn-out parce qu'on n'est pas apte à voir les symptômes, sinon on tombe pas en burn-out. Voilà. Vous voyez ? Donc il faut être indulgente avec vous-même, vous ne pouviez pas les voir les symptômes, sinon vous ne seriez pas tombé en burn-out. En général, c'est les dernières limites corporelles qui craquent et qui forcent la personne à s'arrêter parce qu'elle n'y arrive pas elle-même. Oui, moi c'est ce qui s'est produit. Hein. Bien sûr. Non, mais vous avez... C'est le corps qui a lâché. Oui. Et tout à l'heure, on parlait, vous savez, des hobbies, de la musique, de trouver peut-être d'autres centres d'intérêt. Ça aussi, ça peut aider à retrouver de l'estime et de la confiance en soi, que d'investir non pas soi, non pas les autres, mais le monde, l'art, la culture, la nature, la spiritualité. Trouvez-vous vos propres piliers existentiels. Le monde est vaste. J'essaye petit à petit, effectivement, très bien. de faire, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, il y a une sorte de peur. Qui est sous-jacente. Peur de quoi ? Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Vous savez, les échecs, c'est le problème des échecs, c'est quand on n'arrive pas à se relever. Mais sinon, les échecs, ils sont très très instructifs. Hein. Parce que tant qu'on échoue, c'est qu'on est en vie, en plus. Et puis c'est qu'on a essayé de faire quelque chose. Exactement. Oui, non, franchement, quand les échecs, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais quand on a fait et qu'on vous a jamais dit que c'était, ou rarement dit que c'était bien, ou quand c'était bien, c'était jamais assez bien. C'est difficile après de se dire, oui, mais en fait, ce que je peux faire, ça va être bien. Oui, ça va être bien. Pourquoi ça serait pas bien ? Pourquoi il faudrait rester toujours avec ces pensées qui datent de votre enfance, Karen ? Allez, je crois que vous avez déjà compris bien des choses et ça va continuer à avancer, vous inquiétez pas. Bon, je crois qu'on a avancé, hein, et il y a du boulot. Hein. Oui, quelle émission. Oh là là. Merci en tout cas Samuel Doc de votre appui. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui nous écoutent et on continue tous ensemble, bien sûr, dès demain avec Pascal Neveu. Est-ce qu'il y a des mensonges utiles ? Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.